Eh bien, je pense que la discipline t'aide définitivement à accomplir des choses. Et quand tu accomplis des choses, quand tu fais vraiment des choses, tu as plus de succès. Si tu as plus de succès, parfois une grande partie du succès, c'est simplement de ne pas être un paresseux et de le faire. C'est comme 90% de tout, juste se présenter, arriver et commencer à travailler. Tu ne te sentiras pas parfait tous les jours. Si je n'entraînais que lorsque je me sentais bien, je serais un gros parce qu'il y a plein de jours où je n'ai pas envie de le faire. C'est à peu près la même chose pour tout le monde qui devient vraiment bon dans quelque chose. Il faut traverser ces jours. Il faut les pousser et ces jours-là seront probablement plus nombreux que ceux où tu n'en as pas. Donc le bénéfice de la discipline, à mes yeux, a toujours été que grâce à la discipline, je fais les choses. Je dis toujours que je suis la personne la plus paresseuse et disciplinée que je connaisse. Parce que je n'ai pas envie de le faire, mais je le fais toujours. L'un des plus grands problèmes, c'est de s'asseoir et de faire le travail. Et tu dois impressionner. Steven Pressfield en parle de la manière la plus concise et la plus belle, et il le désigne comme un ennemi, il l'appelle la résistance. Tu sais, tu dois t'asseoir et tu dois surmonter la résistance. Et le professionnel va au travail, et peu importe si tu es malade, peu importe si tu as des enfants, peu importe ce que c'est, tu es un professionnel et tu vas travailler. Ça te met dans la tête que c'est ce que tu fais, et puis tu en es fier. Et puis, quand tu es devant ce clavier et que tu vois que le compteur dit « Je dois écrire 1000 mots aujourd'hui », tu écris 1000 mots de plus que toi. Oui, tu fais le travail, et de ce travail naissent d'autres des joyaux, des petites choses, mais tu peux avoir un jour où tu n'écris que de là, et alors, tu te présentes à nouveau demain, et demain, de cette merde, une fleur naîtra. Tu ne sais jamais, et c'est la seule façon de développer vraiment ton potentiel à 100% dans n'importe quoi, que ce soit en tant qu'auteur, ou même en tant qu'artiste martial. Il y a beaucoup de créativité dans les arts martiaux. Pour être un grand frappeur, tu dois être créatif parce que tu dois développer des schémas ou exécuter des schémas qui ne seront pas perçus. Cette idée que la vie est difficile et que c'est quelque chose dont on doit protéger les enfants est tellement ridicule. Et tu sais, j'ai eu cette conversation avec mes amis parce que tous ceux que je connais qui sont intéressants ont eu une vie de merde. Mais maintenant, on a des enfants et la dernière chose qu'on veut, c'est que nos enfants aient une vie de merde. Donc on les met dans de bonnes écoles, on vit dans des quartiers sympas, tout le monde mange sainement et il n'y a pas de violence domestique et tout semble tellement différent de nos vies. On en parlait, Brian Callen et moi, et on disait « Regardez, on a tous eu des enfances de merde et tous ceux qu'on connaît ont eu des enfances de merde et tous sont intéressants. Mais je ne veux pas que mes enfants soient ennuyeux. Mais je veux aussi qu'ils soient en sécurité. Alors comment abordes-tu cela ? Eh bien, je pense que tu t'impliques. C'est ce que j'ai choisi de faire. Impliquer mes enfants dans les arts martiaux et leur donner la possibilité de poursuivre des choses de difficiles. Et comprendre que, en poursuivant ces choses de difficiles, comme accomplir des choses, tu apprends quelque chose sur toi-même. Tu apprends que tu as cette capacité en toi à surmonter. Deviens obsédé par l'amélioration de ta vie. Trouve des choses que tu aimes faire, qui sont difficiles, fais-les et améliore-toi. Cela semble tellement simple, cela semble un point de vue idéaliste et ridicule, mais c'est efficace. Eh bien, tu as besoin d'un peu de fierté et d'un peu d'ego pour devenir bon dans quelque chose au départ, parce que c'est une notion contre-intuitive. Tu dois avoir une croyance en toi. Tu dois être capable, par exemple, quand tu commences le jiu-jitsu. Tu tombes, et je me souviens d'être un débutant et de penser « Mon Dieu, je ne vais jamais être bon dans ce truc. Je vais toujours être nul. » Mais tu regardes les gens qui sont meilleurs que toi, et tu sais qu'ils ont dû être nuls à un moment donné. Ok, il doit y avoir quelque part, au bout de ce tunnel, une lumière. Il suffit de continuer. Oui, et puis tu dis « Oui, l'ego te pousse, il te pousse à réussir. » L'ego est ce qui te pousse à réussir. Le problème, c'est quand tu vas trop loin, oui. Tout dans la vie nécessite un équilibre. C'est une dichotomie et chaque partie de toi a une dichotomie. Tu sais, tu peux t'investir tellement dans les aspects physiques des choses que tu finis par prendre des stéroïdes et devenir fou et ruiner ta santé. Ce n'est pas bien. De l'autre côté du spectre, tu peux t'asseoir et jouer à des jeux vidéo et finir dans ce même extrême. Le culturisme est un excellent exemple de cela parce que quand tu commences à soulever des poids, tu te dis « J'aimerais être plus fort ». Et tu commences à devenir un peu plus grand. Et tu dis, regarde, j'ai un muscle, c'est cool. Puis tu continues, et tu continues. Mais certains gars deviennent tellement fous qu'ils ne s'arrêtent même pas avant d'avoir des bras de 22 pouces. Et ils veulent avoir des cuisses tellement grosses qu'ils doivent marcher comme s'ils avaient un tonneau entre les jambes.
Ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils vont jusqu'à un endroit complètement malsain. Oui, c'est difficile, mais c'est la nature de l'effort pour devenir bon dans quelque chose. Il faut reconnaître ce qui est bon et ce qui est simplement insensé pour certaines personnes. Surtout, ils ressentent toute une pression énorme et cette pression est souvent simplement un déséquilibre dans la perspective et certains facteurs externes jouent aussi un rôle. Je parlais une fois avec une mère, sa fille fait de la gymnastique avec ma fille et on discutait des enfants qui se suicident. Elle vivait dans une région très riche, dans une zone technologique près de San Francisco et un tas d'enfants qui allaient à l'école avec sa fille, des jeunes de 15 ou 16 ans, sautaient des ponts et se suicidaient, c'était presque une épidémie. Ils essayaient de comprendre ce qui se passait et ils appelaient ça l'affluenza, le mal de la richesse. Ces enfants très riches, venant de familles dont la fortune se chiffrait en milliards de dollars. Tous sont super riches, mais ils subissent une pression intense dès avant le lycée pour aller dans les écoles de la Ivy League, obtenir des notes parfaites, avoir un GPA de 4,0, mais ils ne s'amusent pas du tout. Ils n'expérimentent pas la vie et ils n'ont pas d'espoir. Et leurs parents sont tous sous médicaments et ces jeunes finissent par se suicider. Pour ceux parmi vous qui ne se sentent pas bien, si vous vous battez avec quelque chose, il suffit de continuer à lutter. Si vous passez par cette lutte, vous finirez par vous en sortir et vous vous sentirez mieux. Ça peut paraître simpliste, mais j'y crois sincèrement. Moi-même, je me sentais mal. Alors je me suis forcé à faire de l'exercice. Une fois que j'ai terminé, je me suis dit « Waouh, ça n'était pas garanti ». C'est difficile de briser une dynamique, mais il faut reconnaître que la dynamique peut être bonne ou mauvaise. Quand je suis dans une bonne dynamique d'entraînement, je le sens. Après ma séance, je me dis « Génial, je suis pressé de revenir et de recommencer ». Mais quand il y a une mauvaise dynamique, comme une blessure qui vous empêche de faire de l'exercice pendant quelques semaines, se relancer dans la bonne dynamique devient difficile. Il y a plein de gens qui mangent des mauvaises de nourriture et à la fin de la journée, leur corps est en crise. Il doit traiter toute cette merde. Si vous mangez un énorme déjeuner rempli de bêtises, votre corps doit tout digérer et à la fin de la journée, votre volonté est épuisée. Donc, quand il est 17h ou 18h, vous allez être fatigué. Mais si vous avez mangé un déjeuner équilibré, que vous êtes bien nourri et que vous avez des gens positifs autour de vous, en fin de journée, vous allez vous sentir bien. Peu importe ce que vous devez faire, faites-le, forcez-vous à le faire. Et si vous vous sentez mal après le déjeuner, c'est probablement que vous avez mangé de la merde. Eh bien, la prochaine fois, ne mangez pas de déjeuner pourri. Mangez une bonne salade, par exemple avec du saumon, et vous verrez comment vous vous sentez. À 18h, vous vous direz « Ok, je me sens bien aujourd'hui » et votre prise de décision sera meilleure. Les gens ne réalisent pas à quel point toutes ces petites décisions sont importantes. Ce sont elles qui façonnent le reste de votre existence sur Terre. Si vous choisissez de suivre la voie des Cheetos et des cookies aux pépites de chocolat, vous êtes en train de forger un chemin difficile, avec des pierres brisées et du verre. Ce n'est pas la bonne voie. Il n'existe pas, dans la vie quotidienne, un endroit où il est acceptable d'être un homme. C'est vraiment ok d'être un homme, d'avoir des pensées masculines. Aujourd'hui, tout le monde est tellement réprimé, castré. La gestion des ressources humaines et le milieu de l'entreprise ont tellement édulcoré le comportement naturel des gens que les gens finissent par mourir intérieurement, assis dans ces putains de cubiques, à pourrir. Ils sont complètement perdus, ils ont des pensées qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ils sont obligés de prétendre être quelqu'un qu'ils ne sont pas, toute la journée, en se forçant à adopter cette façon de parler, cette manière de penser. Tout le monde doit se soumettre aux politiques ridicules imposées par leur entreprise. Vous êtes juste un robot, et une fois que vous en sortez, vous avez envie de crier. C'est cette peur de l'inconfort. Les gens ont une telle aversion mentale à l'idée de faire de l'exercice, ils veulent éviter la douleur. Ils pensent que tout exercice est quelque chose qu'il faut éviter. Ce n'est pas pour moi, je ne veux pas transpirer, je ne veux pas forcer. Mais cette association, ils la font souvent avec les premières étapes pour se mettre en forme. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes vraiment en forme. Une fois que vous êtes en forme, faire de l'exercice devient quelque chose que vous attendez avec impatience. C'est une façon de soulager le stress, ça fait du bien. Si je regarde mon emploi du temps et que je me rends compte que je ne peux pas m'entraîner, je pense « merde, je n'aurai pas cette sensation agréable ». Plutôt que de le voir comme une corvée où il faut se forcer à transpirer, je me dis que si je ne fais pas d'exercice, je ne me sentirai pas bien.
je ne serai pas détendu, je ne serai pas libre d'esprit, et même mon appréciation de la vie sera moindre. Mais après l'exercice, tout cela est amplifié. Je me sens mieux, je me sens plus vivant, je peux prendre les choses pour ce qu'elles sont, plutôt que de les laisser être une distraction supplémentaire. Tout événement, toute donnée sensorielle que je reçois, ce n'est qu'une autre distraction qui me bloque. C'est souvent comme ça que je vois les choses. Si je suis trop stressé ou si je travaille trop, nos corps ont cette étrange tendance à vouloir éviter tout ce qui est inconfortable. Mais c'est tellement illogique parce que quand tu réfléchis à ce que sont le confort, le succès, le progrès, la sensation d'accomplir quelque chose et de surmonter des obstacles, tout cela est souvent lié à l'inconfort. L'inconfort est ton ami, vraiment. L'inconfort, le fait de ne pas être heureux ou satisfait de certaines situations ou de certains sentiments dans la vie, ce sont des moteurs énormes, ce sont des moteurs incroyables pour provoquer du changement. Et pourtant, notre instinct est de les éviter et de simplement s'asseoir sur le canapé et regarder un putain de reality show sur des types qui fabriquent du moonshine, la bouche ouverte comme si c'était normal. Pour moi, au moins, quand je deviens vraiment discipliné et que je deviens vraiment constant avec mes entraînements, l'une des choses que je ressens, c'est presque comme une dynamique. Je sens qu'il y a une force derrière moi, comme une poussée. Ok, maintenant je le fais, je m'entraîne tout le temps. Et je suis impatient de recommencer la prochaine fois. Cela rend la résistance bien plus faible et rend ma motivation et ma discipline bien plus forte. Je pense qu'une grande partie de cela repose sur la constance. Vous savez, l'une des choses dont j'ai parlé récemment dans mon podcast, c'est que laisser tomber quelque chose, ce n'est pas seulement mauvais physiquement, ça l'est aussi mentalement. Parce que cette option d'abandonner est maintenant disponible. L'option de se laisser aller est là, tu l'as déjà fait et tu vas probablement recommencer. Et tu vas obtenir des résultats moyens, pas seulement dans cet aspect de ta vie, mais peut-être dans tous les aspects de ta vie. Parce que je pense que cette option de se laisser aller, lorsque tu l'acceptes, c'est un chemin que tu pourrais choisir quand il s'agit de faire face à des conflits dans ta vie personnelle, de prendre des décisions professionnelles, de prendre des décisions de carrière. Une décision inconfortable pourrait se présenter, peut-être que tu dois changer de voie dans la vie, mais tu ne le fais pas. Au lieu de cela, tu te laisses aller. Et cette inclination à se laisser aller, je pense qu'elle prend aussi de l'élan. L'inclination à être discipliné prend aussi de l'élan. Et je pense que ces deux choses, tu peux choisir ton chemin. Celui de la personne en bonne santé ou celui du laisser aller. Ce n'est pas comme si ton corps était une voiture de course que tu pouvais booster toi-même. Tu peux ajouter des pneus plus larges, améliorer la suspension, renforcer la puissance du moteur. Tu peux faire tout ça toi-même ou tu peux simplement choisir d'avoir ce corps pourri qui s'effondre toujours sur toi. Parce qu'on est essentiellement des écosystèmes, tu sais, et on est responsable de cette étrange conscience qui a toute cette résistance, toute cette tendance au confort, au laisser-aller. Et c'est cette conscience qui est responsable de faire fonctionner toutes ces choses qui maintiennent notre écosystème en bonne santé. C'est presque comme si la Terre elle-même avait un mauvais gestionnaire. Imagine qu'il y ait un gestionnaire naturel de la Terre qui dirait « Ah, qui se soucie s'il pleut ? Ah, qui s'en fout ? Arrêtons de faire pousser des choses, je m'en fous. Tout est stupide de toute façon. » C'est littéralement comme ça, comme si ce gestionnaire disait « Ouais, laissons tout mourir, de toute façon tout va mourir un jour. Le soleil ne durera que 7 milliards d'années. » C'est une perspective que beaucoup de gens ont face au vieillissement. C'est comme « Eh bien, tu vas vieillir, tu vas mourir, tu ne peux pas arrêter le vieillissement. » Et oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est de vieillir mieux. Voilà le but. Le but, c'est d'augmenter ton espérance de vie en bonne santé. Et nous savons que c'est possible. Il y a des centenaires, des super centenaires que j'ai vus, qui ont plus de 100 ans, et ils font du vélo, ils font des courses. Et oui, ils sont vieux, ils sont vraiment vieux, mais ils ont une qualité de vie incroyable. Et ils vivent une qualité de vie que d'autres qui ne font pas d'exercice n'ont pas. Ils ressentent physiquement leur corps qui se détériore, et ils sentent que c'est inévitable, que c'est comme ça, c'est la vie. Tu perds ton temps, tu cours partout, mais non, ce n'est pas le cas. Parce que cette expérience, ce n'est pas qu'une illusion. Tu ne vas pas vivre éternellement, mais tu améliores l'expérience que tu vis en ce moment maintenant, et tu es vivant, tu es en vie, tu expérimentes de cette vie. Mais est-ce que tu la vis de manière optimale? Est-ce aussi agréable qu'elle pourrait l'être? Et on sait tous qu'il existe un spectre d'appréciation de la vie. On a tous eu des moments où la vie n'était pas géniale.
Et puis des moments où tout s'est bien passé, où on s'est dit « Quelle putain de super journée, waouh !» Il faut en faire plus de ces jours-là. Et tu peux faire plus de ces jours-là et tout devient meilleur. Et je pense qu'une fois que tout va mieux, ça influence tout le monde autour de toi, toutes les personnes que tu touches, toutes celles que tu rencontres. Et ça, à son tour, ça peut sembler grandiose, mais ça peut avoir un impact sur l'ensemble de l'humanité. Je me suis toujours demandé si la dépression que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, cette dépression omniprésente, n'est pas devenue une caractéristique courante. C'est une condition devenue si commune qu'on dit des gens qu'ils souffrent de dépression, comme si c'était un virus, un truc que tout le monde attrape. On pourrait presque dire « il a de l'herpès », comme si c'était quelque chose de banal. C'est quelque chose de très répandu. Ces derniers temps, je me suis demandé de plus en plus à ce sujet, et ça m'a frappé récemment en pensant à un documentaire que j'ai vu. Hein Mo's Arctic Adventure. Ce type vit dans une région incroyablement reculée du refuge national de faune de l'Arctique, dans l'intérieur de l'Alaska. Il vit dans une toute petite cabane en rondin et il chasse et cueille de sa nourriture. C'est tout ce qu'il fait. Et il est très intelligent. Ce n'est pas un imbécile du tout. Il vit là-bas avec sa femme et a élevé ses enfants dans cet endroit. C'est une vie assez difficile. Il y a des moments sombres car ils ont vécu ainsi, par exemple, lorsqu'ils ont perdu leur bébé de 2 ans dans un canoë qui a chaviré. Ils ont perdu leur enfant dans cet accident. C'est une scène très poignante quand ils retournent sur les lieux des années plus tard en déposant des fleurs. Ça s'est passé il y a 30 ans et ils ont eu d'autres enfants depuis, mais cette perte reste un moment extrêmement intense pour eux. Pourtant, ce type est très heureux, très intelligent, très connecté à la nature et il croit fermement que les êtres humains, lorsqu'ils ont évolué et été des chasseurs-cueilleurs, étaient en harmonie avec une série de récompenses biologiques intégrées dans notre corps et notre être qui ne trouvent plus de place dans la société d'aujourd'hui. Et c'est une des raisons qui explique, selon lui, la dépression actuelle. Ce funk dans lequel les gens se trouvent est dû à une vie mal remplie, où de nombreuses personnes, du moins, mènent une existence dans des bureaux sous lumière artificielle, à faire un travail qu'elles n'aiment pas. Toute la journée, puis en rentrant chez elles, elles sont fatiguées, et en plus elles mangent mal, elles mangent des chips et boivent des sodas. Leur corps est là, complètement perdu, se demandant ce qui se passe. Il est censé être dehors, dans les champs, gravissant des collines, à la recherche d'animaux, à cueillir des légumes. Il est censé faire toutes ces choses pour lesquelles son corps a été conçu. Il est censé être en pleine nature. Et la nature, c'est comme un médicament. Vraiment, elle a un pouvoir de guérison. Les gens pensent qu'il faut absolument aller chasser ou pêcher, mais non. Il suffit d'aller faire une randonnée, va juste marcher jusqu'au sommet d'une montagne et admire la vue. Il y a une récompense incroyable, une sensation qui remplit l'âme, comme lorsque j'étais au Colorado, près de Boulder. Il y avait un endroit où tu pouvais t'arrêter en voiture sur une route de montagne. Tu pouvais te garer et il y avait une vue à couper le souffle. Ces gens se garent, descendent pas de la voiture et juste regardent. Ils ne font rien d'autre, juste admirer le paysage. Lorsque tu te trouves là-bas, tu vois la Continental Divide, les montagnes enneigées en juillet. C'est un spectacle époustouflant. Et c'est ça, la perspective nouvelle. Je pense que la nature, ce changement de perspective qu'elle procure, est quelque chose de très puissant pour notre bien-être. Je crois aussi que la souffrance peut s'atténuer lorsque nous sommes vraiment dans le moment présent. Lorsque tu es vraiment dans le présent, il n'y a pas de souffrance. Il peut y avoir de la douleur, mais la souffrance est quelque chose que l'on crée dans notre propre esprit. Et la nature est un moyen fantastique de se reconnecter à ce présent. Parce que les humains, nous apprenons et nous prenons des indices de notre environnement. Et la nature, comme je l'ai dit plus tôt, vit dans le présent. C'est un environnement naturellement présent, avec tous les animaux autour de nous, la végétation, tout ce qui nous entoure. Mais si tu es entouré de gens qui regardent des télé-réalités, qui sont stressés et prennent des pilules, tu vas aussi prendre cette énergie. Et tu vas perdre ta présence à cause de ton environnement. C'est pourquoi la nature y est ce grand outil de réancrage, qui nous permet de revenir au moment présent. C'est un élément clé pour le bonheur humain. Et je pense que l'autre élément clé est d'avoir quelque chose pour lequel se battre, avoir une mission. Je pense que nous sommes tous des forces et cette force doit avoir un effet, elle doit avoir une raison de se déplacer dans une certaine direction. Je pense qu'avec tous nos besoins satisfaits, là où on n'a plus à chasser notre nourriture, où tout est relativement facile et tout tourne autour du progrès et de l'avancement, nous avons perdu une grande partie de la mission de base, celle qui était de survivre
est de procréer, et on ne l'a pas remplacé par une autre mission universelle, ce qui explique, je pense, une grande partie de l'attrait de choses comme les guerres, la création d'un ennemi, car au moins, quand tu as un ennemi, tu as une mission. Et lorsque tu as une mission, les êtres humains sont heureux. Bertrand Russell en parlait dans son livre Conquête du bonheur. Il avait ses propres défauts. Chaque fois que je le mentionne, les gens parlent de ses travers, comme le fait qu'il croyait à la phrénologie et qu'il était peut-être raciste. Peu importe, il était un bon philosophe et il parlait de la personne la plus heureuse qu'il connaissait. Un jardinier d'un manoir qui, tous les jours, se levait et était en guerre contre les lapins du domaine. Il avait décidé que les lapins étaient l'ennemi et il sortait chaque jour, armé, pour en tuer autant que possible, de l'aube au crépuscule. Les lapins mangeaient pas les haies, les fleurs, peu importe, donc il les considérait comme son ennemi et partait tous les jours pour en tuer le maximum. Et selon Bertrand Russell, ce type était le plus heureux des hommes. Il avait une tâche, il avait un but, une mission. Sa mission était détruire les lapins. Moi, j'ai un chien comme ça. Le chien le plus heureux du monde, il s'appelait Frank Sinatra. C'était un pitbull et il vivait pour tuer les lézards. Dans ma vieille maison, pas celle dans laquelle il vit maintenant, mais dans l'ancienne, il y avait un mur où les lézards couraient dessus. Chaque matin, je le laissais sortir et il courait à toute vitesse comme un fou, prêt à aller en guerre. Il partait en quête de lézards et restait là, juste à regarder les lézards, émerveillé. Je me disais, ce chien fait ça tous les jours, il adore ça. Il mettait ses pattes contre le mur, il sautait pour attraper les lézards, et parfois il en attrapait un, et là il se sentait comme un champion. Ensuite il repartait chercher d'autres lézards. C'était un grand jardin, donc il errait à la recherche de tout autre lézard qui se glissait dans les coins. Malheureusement, 2 fois, je l'ai emmené à l'hôpital après qu'il ait été mordu par des serpents à sonnette. Il tuait les serpents, mais il le mordait quand même, et il en souffrait beaucoup. C'est un problème réel. Si tu n'as pas les moyens de payer pour le sérum anti-venin, c'est super cher. Ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars pour traiter ces morsures de serpents. C'est un système assez archaïque. Je crois que mon ami Donald Schultz, qui est un grand spécialiste des serpents, travaille justement à l'innovation dans ce domaine parce que c'est un système un peu dépassé. Ils injectent du venin à des chevaux, puis ils utilisent les anticorps des chevaux pour produire le sérum. C'est une méthode étrange et assez vieille. Il y a aussi un vrai problème pour les gens qui sont végétariens ou véganes. Si tu ne consommes pas de produits d'origine animale et que tu te fais mordre par un serpent à sonnette, tu n'as que 2 choix. Soit tu compromises tes principes, soit tu te laisses mourir. Mais ce chien était tellement heureux. Il avait des missions, il avait une raison d'être, il n'était jamais ennuyé, il ne demandait qu'à aller se promener, il n'avait pas ce sentiment d'ennui. Juste une petite mission, et je pense qu'on peut voir ça chez les gens les plus malheureux. Ils semblent être sans but. Ils se demandent « Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi fais-je tout ça ? Rien n'a de sens. » Moi-même, j'ai ressenti ça dans ma vie. Je sais quel est mon but. C'est d'élargir la conscience humaine, d'aider les gens à être heureux. C'est vraiment là que je trouve mon plus grand sens. Mais de temps en temps, il m'arrive de me laisser envahir par des gens qui me déçoivent, des gens qui disent des choses dégoûtantes. Et à ce moment-là, je me sens perdu, parce que je perds ma mission. Au lieu de rester concentré sur mon objectif d'élargir la conscience humaine, je me dis « Eh bien, les gens, qu'ils se débrouillent ». Et là, je deviens déprimé parce que j'ai perdu mon but. C'est très difficile de se relever quand ça arrive et de se rendre compte « Oh, tu viens de rencontrer une personne malade ». Il faut regarder l'ensemble de l'humanité. Quand tu rencontres un individu malade, comme celui qui a tiré dans cette discothèque à Orlando, tu regardes cet individu et tu vois en lui la maladie. Mais si tu regardes combien de gens répondent à ce genre d'horreur avec des messages de paix, d'amour, de soutien, de solidarité. C'est ça, la vraie humanité. Je regardais la page de ce gars qui est un amoureux des animaux et qui organisait des gens pour aller chez les victimes et voir si elles avaient pu des animaux piégés. Il y a des gens magnifiques dans ce monde, il y en a beaucoup. C'est sans aucun doute la période la plus sûre, la plus facile et la plus heureuse en termes de capacité à tendre la main et envoyer de l'amour aux gens et à en recevoir en retour. Mais parfois, on tombe sur des personnes toxiques. Oui, il y a ce constant sentiment de négativité, mais la beauté est aussi là, elle est partout. Elle ne s'impose pas de manière aussi dramatique, mais si tu regardes bien, tu croises des gens bien tout le temps.
Tu sais, tu fais juste un contact visuel avec cette bonne personne ou ce gamin qui te sourit, et là tu te dis, oui, le bien de l'humanité, ce sentiment que nous sommes vraiment aimés, ce sentiment d'amour qui est exprimé tout autour de nous tout le temps. Mais ce sont ces autres illusions qui nous empêchent de voir ça. Nous sommes étrangement attirés par la négativité. C'est presque comme si on regardait la négativité en ligne ou que tu rencontres cette possibilité de guerre. Comme si tu devais être sur tes gardes, tu entends ce bruit de tambour, tu te dis « l'armée arrive », mais en réalité c'est juste un type de 36 ans, un loser qui vit dans le sous-sol de ses parents, qui pète et sent ses propres paix et qui est en colère en ligne. C'est vraiment ce à quoi tu as affaire. Tu traites souvent avec des gens malades, des gens qui pour une raison ou une autre n'ont pas trouvé leur chemin, qui n'ont pas trouvé de bonheur, de satisfaction, qui n'ont pas trouvé de croissance. Ils sont juste bloqués ou pourris d'une manière étrange. Quelque chose n'a pas marché pour eux et donc ils se vengent, ils se retournent contre le monde. Et tu rencontres ce genre de personne qui te dit « les gens sont pourris ». C'est la première réaction. Mais la réponse plus consciente, c'est de les regarder avec compassion. Tu sais, c'est difficile à faire. Et notre système n'est pas basé là-dessus. Même si tu regardes le système pénal aux États-Unis, c'est très axé sur la punition. Alors que tu regardes ce documentaire de Michael Moore, ou une Vendedos, où il va en Norvège. Ils ont une toute autre vision de ce que doit être le système pénal. C'est pour restaurer la dignité humaine et cultiver un changement réel, vraiment transformer la personne, pour qu'elle ne recommence pas. Et si tu compares les taux de récidive dans nos prisons et celles de la Norvège, la différence est dramatique. Cette impulsion de punir immédiatement n'est pas la meilleure. Ça ne créera que plus de problèmes à long terme. Tu ne réhabilites personne, tu prends juste des gens encore plus brisés et tu les remets dans la société, en espérant qu'ils ne referont pas les mêmes erreurs. Ça ne va pas marcher. La bonne impulsion, c'est toujours celle de la compassion et d'essayer de se dire, si c'était moi, avec tous ces éléments perturbants du monde et les choix faits, je ne nie pas qu'ils avaient des choix, qu'ils ont une part de culpabilité, mais regardons ça sous un autre angle. Ce type de personne a juste fait des mauvais choix, il a eu des moments difficiles à surmonter et n'a pas pu les dépasser. La résistance dans ce jeu vidéo était trop forte pour son niveau de compétence, et il n'a pas été capable de choisir de travailler sur les éléments positifs qui lui auraient permis de les surmonter. Oui, c'est vrai que la Norvège traite moins de gens, c'est un bon point pour eux. Ils n'ont pas cette mentalité de conquête comme nous. En plus, on est tellement accroché au succès ici. Et aussi à la punition, ce qui fait partie de notre culture, de cette idée de punir. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal en ligne, la quantité de personnes qui se sentent obligées de honter cette personne, de l'humilier et de l'insulter, c'est dingue de voir ça. C'est aussi contre-productif et je vois ça chez les gens qui font du shaming à propos de l'appropriation culturelle. Prenons l'exemple de quelqu'un qui porte une coiffe indienne à un festival. Probablement qu'il ne fait pas ça pour se moquer des Amérindiens, c'est plus une forme d'appréciation et d'intérêt. Peut-être qu'il se dit « cela a l'air cool, je suis dans un endroit particulier ». Mais ensuite, toute cette haine et cette honte tombent sur lui, en lui attribuant des intentions qu'il n'avait pas. Ça rejoint tout mon point sur la morale. Il ne s'agit pas de l'acte, mais des intentions derrière cet acte. Mais aujourd'hui, on fait tout basé sur l'acte. Tu as porté une coiffe indienne, cela veut dire que tu insultes les Amérindiens, que tu oppresses, que tu t'appropries une culture. Non, ce n'est pas ça. Je portais juste une coiffe. Mais d'un coup, cette empreinte crée un traumatisme, et ce traumatisme aura un impact toxique qui va le rendre mal à l'aise, et faire en sorte qu'il veuille le faire à d'autres. C'est comme si tu as injecté à quelqu'un un virus de haine, qu'il va ensuite transmettre à d'autres, au lieu de faire l'inverse, de transmettre de l'amour et de la positivité, une sorte de RP positif qui se transmet à son tour. On a ce choix de comment traiter les gens, mais trop souvent, on choisit de punir et de créer encore plus de traumatisme, ce qui active leur propre jugement interne, leur propre haine d'eux-mêmes, et cela diminue leur amour de soi, et ils vont ensuite le transmettre à leurs enfants, à leur famille, aux gens autour d'eux. Il y a donc deux chemins que l'on peut prendre, et à nous de choisir lequel emprunter.